Donc, on peut commencer avec les fondements de Java. Donc, la première chose qu'on voit dans un langage de programmation, c'est toujours ce qu'on appelle le Hello World. Donc, le principe, c'est juste d'être capable d'afficher le résultat d'un élément. Là, en passant, si vous regardez sur le site de cours, vous avez directement la plateforme de Replit qui est embeddée à même les notes de cours. Donc, c'est pour ça que c'est meilleur qu'un livre. Qu'est-ce que je vous offre? Donc, vous avez le code que je vous présente, puis vous avez un excellent bouton vert Play, puis tu peux cliquer là-dessus, puis ça va exécuter ce qui est à l'intérieur des instructions. Donc, si tu as réussi à être dans les notes de cours, à être dans notre première introduction, puis à cliquer sur le bouton vert, bravo, tu es maintenant un développeur de Java. OK? Pour prouver que c'est fonctionnel, tu peux dire même, OK, t'es certain de ça? Je peux même aller changer le contenu, repaiser sur Play, puis on peut voir ici que ça l'exécute effectivement les changements que j'ai envoyés. Donc, le principe fondamental, on va avoir du blabla, okay, qu'on va expliquer bien plus tard pourquoi est-ce qu'on écrit ça comme ça. Fait que pour l'instant, il faut prendre ça un peu pour du cash, qu'on a une classe qu'on appelle d'un nom qu'on veut avoir, puis qu'on marque avec à l'intérieur d'accolade public static void main parenthèse string crochet arg parenthèse crochet. Pour l'instant, c'est une boîte noire qui nous dit il nous faut ça pour être capable de rouler un programme en Java. À l'intérieur de ça, on va avoir une série d'instructions pour être capable de faire tout ce qu'on veut à l'intérieur d'un programme minimal en Java. Donc en ce moment ici, j'ai une instruction qui me permet de faire un affichage. Donc quand j'exécute ça, ça me fait un affichage. Donc si mettons, je dédouble ça. Comme ça. Donc chacune des instructions sont exécutées de manière séquentielle. Donc on peut voir ici que ça a exécuté la première instruction, suivie de la deuxième, puis on était bon, on a réussi à faire tout ça. Donc on est capable de gérer ces éléments-là. On va commencer à regarder tout ce qui sont les fondements de la programmation ensemble. Première chose qu'on va regarder, c'est en fait quelque chose qui n'est pas de la programmation, c'est le principe de commentaire. Donc quand je suis dans un programme quelconque, je peux écrire un commentaire qui ne sera pas regardé par l'ordinateur. Donc un commentaire, c'est un bloc de texte qui est laissé là pour un autre être humain, habituellement même soi-même dans le futur. Donc le commentaire va être de deux types. Okay? Donc on peut soit avoir les doubles slash vers l'avant, donc les double forward slash, puis le restant de la ligne va être considéré comme un commentaire. Donc ici, j'ai les doubles slash, puis ça ici, ce n'est pas considéré comme étant une instruction pour l'ordinateur. Je peux le faire après l'instruction. Donc on voit ici qu'on a une instruction, j'ai le restant de l'instruction qui se passe ici, on voit que c'est marqué, ça marche ici aussi. Si j'ai besoin de faire un commentaire sur plusieurs lignes, je peux utiliser le slash étoile pour commencer un bloc de commentaires, puis je peux écrire autant de choses que je veux, puis je le délimite avec l'étoile slash. Donc tout ce qui est à l'intérieur de ces délimiteurs-là va être considéré comme étant du texte qui ne doit pas être regardé par l'ordinateur. On va aller plus dans les détails pour qu'est-ce qu'on s'attend comme commentaire dans nos codes. Pour l'instant, on fait juste voir la mécanique derrière. Ensuite, on va parler d'identificateurs. Donc, les identificateurs, c'est un principe qui nous dit « j'ai besoin de nommer quelque chose ». Donc, que ce soit une fonction, une méthode, une classe, une variable, un nom de fichier, donc n'importe quoi où c'est que c'est moi qu'il faut qu'il donne un nom, on appelle ça un identificateur. Donc, les identificateurs ont des règles très précises qu'il faut connaître. Donc, à chaque fois que je vais nommer quelque chose, il faut que je sache que ça doit débuter soit par une lettre, soit par le tiret bas, le underscore. En passant, c'est pas une bonne convention de commencer les choses avec des underscores, c'est laissé pour des librairies que nous, on touche pas. Okay? Donc, habituellement, ça va commencer par une lettre. Après ce premier caractère-là,
on a des caractères qui peuvent soit être des lettres, soit des chiffres ou soit des tirets bas. Puis, ça n'a pas le droit d'être un mot réservé du langage. Donc, tantôt, on a vu le public, statique, class, ok, c'était des mots qui faisaient partie de la syntaxe fondamentale de Java. J'ai pas le droit de nommer un identificateur de ce même nom-là. Ici, on a quelques conventions à suivre. Donc, on va voir que, en passant, c'est-tu assez grand, ça? C'est-tu assez lisible? T'sais, on est-tu mieux avec un petit peu plus de... On va mettre un petit peu plus gros pour vous autres. Donc, on a des conventions. Quand on parle de convention, ça va être, ok, c'est pas une règle en tant que telle, c'est quelque chose que tout le monde fait pour s'assurer qu'on s'enligne correctement. D'un instant, des choses qui se passent. Parfait. Fait que les conventions, c'est des éléments qu'il faut faire parce que tout le monde le fait, mais si tu le fais pas, ton code va marcher, c'est juste que tu n'auras pas tous tes points. Okay? Fait que ça, habituellement, ça marche plus pour vous le faire faire. Faut faire attention à la casse. Donc, si c'est des minuscules ou des majuscules, ça change l'identificateur. Okay? Donc, une classe qui s'appelle Allo, puis une classe qui s'appelle Allo, c'est pas la même classe. Donc, il faut faire attention à la casse. Deuxième chose, quand on va avoir des identificateurs qui représentent plusieurs mots, hein, on n'a pas le droit de mettre des espaces. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est une norme qui s'appelle le camel case. Donc, les lettres sont toutes collées ensemble. Puis quand on aurait besoin de changer de mot, on utilise une majuscule pour représenter ça. Donc, c'est comme si tu avais le mot camel, puis le mot case, puis tu peux mettre ça tout en un mot, puis ça ressemble à la bonne chose. Ensuite, on peut utiliser le principe de variable. Donc, quand j'ai besoin d'avoir une information qui est sauvegardée quelque part, je vais utiliser une variable pour gérer cette information-là. Donc, si je regarde ici, on va voir ça. On va se donner un petit peu plus d'espace ici. Donc, le principe de la variable, c'est de dire je vais avoir un espace réservé avec un non réservé dans lequel je vais pouvoir aller mettre de l'information puis aller rechercher cette information-là dans le futur. Donc, comment ça se passe? On a différents types primitifs. Donc, on va aller dans le mot-clé primitif plus tard, qu'est-ce que ça implique, et ainsi de suite. Pour l'instant, il faut savoir que quand on travaille avec des types, c'est en gros la forme que la boîte ça a. Okay? Donc, quand je crée une variable, c'est un endroit où c'est que je peux stocker une information, mais le type va dire quel genre d'information je peux mettre à l'intérieur. Donc, si je veux mettre un entier, ça va être d'un certain type. Si je veux mettre une valeur flottante, une valeur fractionnaire, ça va être d'un autre type. Si je veux mettre un caractère, ça va être un autre type. Donc, on a différents types possibles. Si vous allez voir aussi sur les différentes références, vous pouvez toujours aller voir les informations pour aller voir plus à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Donc, admettons, si je regarde, OK, tu sembles avoir plein de différents types pour les entiers. C'est quoi la différence entre ceux-là? Ben, en fait, c'est les valeurs possibles qu'il peut avoir à l'intérieur. Donc, si je regarde ici, le byte, c'est de moins 128 à 127. Le short, c'est de moins 32 768 à 32 767. Okay? Après une couple d'années, tu les apprends par cœur, ces chiffres-là. Le int, le long, OK, et ainsi de suite. Donc, comment est-ce que ça se passe quand on veut le déclarer dans notre programme? Ben, on va avoir le nom du type, donc la taille de la boîte, fait que mettons un int. Puis après ça, on va avoir le nom de la variable. Donc, le nom de la variable, c'est un identificateur. Donc, les règles qu'on a vues tantôt, là, où c'est qu'il fallait que ça commence par une lettre, puis après ça, que ça aille des lettres puis des chiffres. Donc, ici, je peux l'appeler ma variable. Les instructions en Java sont terminées, ok, on les finit avec des points-virgules. Fait que si j'ai terminé mon instruction de déclaration de variable, je mets le int, je mets ma variable, ça va bien. Une fois que j'ai ça, je peux
mettre de l'information à l'intérieur avec une assignation. Donc ici, on peut avoir ma variable qui est égale à quelque chose. Puis après ça, je peux décider de faire afficher le contenu de ma variable ici. Puis je peux voir que ça m'affiche bien le 45 que j'ai assigné à l'intérieur. OK? Juste pour être certain, on comprend bien que c'est séquentiel cette affaire-là. Si je décide de changer la variable, puis il faut que je l'écrive au complet, je ne suis pas dans mon environnement habituel. J'aurais dû faire un copier-coller. Si je décide de modifier cette variable-là, puis de faire un autre affichage, ben, ça me permet de voir la première valeur, ça la change, ça met la deuxième valeur, et passez où la première valeur est disparue, elle n'existera plus jamais. Donc, on a les différents types qui vont nous permettre d'avoir les différentes valeurs à l'intérieur. On a la déclaration de variable, on a des assignations, puis on a aussi la possibilité d'avoir une assignation à même la déclaration. Donc, je peux avoir un autre variable. Donc ici, je ne me ferai pas avoir. Puis avec ça, ça me permet d'avoir les différents éléments, incluant l'autre variable que j'ai initialisée à sa création. On est aussi capable de déclarer des constantes. Donc, le principe d'une constante, c'est que ça va être une variable. Ben, en fait, ça ne sera pas une variable, ça va être un élément qu'on stocke une fois puis qui ne pourra plus être modifié par la suite. Donc, pour être capable de faire une constante, on rajoute le mot-clé final avant le type de la variable. Donc ici, si je décide que ça devient final, ça ne change rien à mon programme courant parce que je l'avais assigné une fois, je l'utilisais, tout allait bien. Mais si j'essaie de faire une assignation, je peux voir ici, déjà là, il est capable de voir qu'il y a une erreur. Si j'essaie de l'exécuter, ça va me donner une erreur. OK, donc si on regarde l'erreur dans toute sa grandiosité, on dit on ne peut pas assigner une valeur à une variable qui est final. Fait que ça ne marche pas. Quand c'est final, tu l'assignes une fois, puis après ça, c'est terminé. Donc, on a ces différents principes de variables-là qui sont disponibles en Java. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, des entiers. Habituellement, ça va être int, OK, parce que ça rentre habituellement à l'intérieur de ce chiffre-là. Pour les nombres flottants, on va utiliser le double parce que la majorité des processeurs courants sont optimisés pour utiliser ceux-là. Si tu commences à utiliser des floats, ça devient moins efficace en fait. Les caractères, on va voir qu'en Java, il y a des meilleures manières de gérer du texte que des caractères purs, fait que c'est pas quelque chose qu'on va voir très souvent. Mais après ça, on a aussi le principe de valeurs logiques. Donc, les valeurs logiques, c'est des valeurs booléennes, des valeurs qui peuvent être seulement vraies ou fausses. Puis, on assigne ça à soit vrai, soit faux. Donc, littéralement, ça va être la valeur true ou la valeur false. Donc, si on affiche le contenu de ça, donc quand on va avoir besoin de décider si des choses sont vraies ou fausses, on va pouvoir utiliser les valeurs logiques, true et false, pour être capable de représenter ça. OK, ça va bien. On continue dans nos fondements de la programmation. On va aller voir ensuite les expressions. Donc, le principe d'expression, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent en programmation. Fait que c'est important de bien comprendre c'est quoi les règles qui gèrent les expressions, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit puis on parle d'expression, puis comment est-ce que ça fonctionne à l'interne. Donc, le principe d'une expression, c'est de dire c'est un élément qui va ultimement être une valeur. Donc, si j'écris ici mon assignation, donc j'ai à gauche la variable, j'ai le égal, puis à 45 ici,
j'ai la valeur. Donc, cette partie-là, le 45, c'est l'expression dans mon assignation. C'est quelque chose qui, ultimement, va être une valeur. Là, c'est tout de suite une valeur. Mais on peut changer l'expression pour avoir quelque chose qui n'est pas immédiatement une valeur. Donc, si je décide de faire une opération arithmétique, 5, on va dire 4, juste par principe. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand j'ai une expression qui n'est pas dans sa forme ultime qui est la valeur, ben, l'expression va être évaluée. Ça veut dire, c'est une manière fancy de dire on trouve c'est quoi la réponse, puis c'est ça que ça devient comme valeur. Donc, quand j'écris ça, si je regarde le résultat quand je l'exécute, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a trouvé c'était quoi la réponse de 45 plus 4, 49, ça l'a assigné à ma variable, puis ensuite, ça l'a fait afficher ici. Donc, quand on parle, ici, il y a une question de Lucien, est-ce qu'on peut assigner 0 ou 1? Quand on parle de, j'imagine que tu parlais pour les valeurs booléennes, là. Donc, ici. On peut voir que en Java, le vrai ou faux, c'est vrai ou faux. Il n'y a pas de conversion automatique comme on aurait, mettons, en C. Donc, quelque chose qui est true, c'est true. Puis quelque chose qui est false, c'est false. Il n'y a pas de conversion automatique ou semi-magique avec des règles bizarres de monde qui ont fait des langages de programmation. Donc, je vais imaginer que ça répond à ta question. Fait que on a, si on revient à nos expressions, on est capable de faire une opération mathématique. Quand on travaille avec les expressions, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Fait que c'est important de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Si on a une variable dans une expression, fait qu'ici, je décide d'écrire plus ma variable. Ce qui va se passer, c'est qu'il va aller prendre la valeur courante de l'expression, puis il va l'utiliser comme valeur avant de faire l'évaluation. Donc, en gros, c'est une manière fancy de dire, ça va prendre qu'est-ce qui est dans variable en ce moment, puis ça va le foutre dans l'équation. Fait que si je regarde qu'est-ce qui se passe ici, donc j'ai fait mon 45 plus 4, je l'ai assigné dans ma variable, j'assigne, ça va afficher 49. Mais ici, quand je fais mon 200 plus ma variable, en ce moment, dans ma variable, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 49. Fait que ça devrait prendre le 200, ajouter 49, ça devient ma nouvelle variable. Fait que quand j'exécute ça, on a mon 249 qui est maintenant affiché à l'intérieur de mon printf. Les expressions, ça se passe un peu partout. OK? Donc, quand on fait des appels de fonctions, donc quand on va utiliser des fonctions puis que ça va prendre des paramètres, ces éléments-là, c'est aussi des expressions. Ça veut dire qu'ici, je sais que ma variable, c'est 249, mais je peux décider de rajouter des opérations qui vont être évaluées avant d'être utilisées. Fait que là, j'ai mon 49 qui s'en va dans ma variable, j'ai le 49 qui s'affiche dans mon print, j'ai mon 200 plus mon 49 qui est disponible, je l'assigne là-dedans, puis mon 249, je fais plus 1, donc ça devient 250, puis c'est ça que je vais utiliser pour mon println. Donc, je peux voir ici, j'ai mon 250 qui est affiché avant mes autres variables à l'intérieur. Donc, on est capable de représenter les différents éléments avec ça. Prochain élément des fondements de la programmation, les différents opérateurs. Donc, quand on parle des opérateurs, c'est des éléments qui vont travailler sur différentes valeurs. On a ici certains opérateurs que vous devriez connaître. Okay? Donc, on vient de voir l'opérateur d'assignation, donc qui permet de prendre une expression puis de l'assigner à une variable. On a les opérateurs arithmétiques. Donc, les opérateurs arithmétiques, c'est des choses que je m'attends aussi que vous connaissiez. Donc, quand je vous ai fait 45 plus 4, vous avez réussi à suivre. Donc, vous êtes capable de comprendre c'est quoi les opérateurs arithmétiques. Donc, l'addition, la soustraction, la multiplication avec l'étoile, la division avec le forward slash.
Puis on a le modulo. Donc le modulo, c'est un opérateur qui revient moins souvent, qui est plus un opérateur informatique. Le principe, c'est de trouver le restant d'une division. Donc quand je parle du restant d'une division, c'est essayer d'enlever le plus de fois possible l'élément en restant positif. Donc ici, j'ai quelques exemples. Si j'essaie de faire 14 modulo 5, j'essaie d'enlever le plus de fois 5 dans 14 en restant positif. Fait que, mettons, j'enlève une fois 5, ça me donne 9. J'enlève 2 fois 5, ça me donne 4. Je suis pas capable d'avoir une autre soustraction de 5 sans tomber négatif à -1. Donc, ça fait en sorte que celui-là fait un restant de 4. Ça va être le restant de la division. Si j'essaye, mettons, avec 20 modulo 2, ben, je suis capable d'enlever 2 10 fois en restant non négatif, en restant positif. Non négatif, en fait. Fait que ça fait en sorte qu'il me reste 0 à l'intérieur. Ça va bien. Donc, opérateur arithmétique, rien de trop fascinant là-dedans. On a ensuite les opérateurs unaires. Donc, les opérateurs unaires, le principe, c'est que j'ai juste besoin de un opérande. Hein? Donc, habituellement, les opérateurs arithmétiques, ça prend 2 opérandes. 3, c'est un opérande, plus c'est l'opérateur. 4, c'est l'autre opérande. Les opérateurs unaires ont juste besoin de un élément pour travailler. Donc, c'est le principe que si j'écris -4 ici, on a l'opérateur unaire négatif qui me permet de comprendre que c'est la valeur négative de 4 qui est représentée ici. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains opérateurs qu'on connaît moins. Donc, le premier opérateur qu'on connaît moins, en tout cas, dépendamment de quel langage on a fait, c'est l'opérateur d'incrémentation. Donc, l'opérateur d'incrémentation, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va prendre l'élément, puis il va l'augmenter. Donc, ici, je peux écrire comme opération ma variable ++. Puis quand j'exécute ça, donc je peux voir ici que j'ai mis ma variable à -4. L'opérateur d'incrémentation, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il incrémente de 1 la variable. Fait que, qu'est-ce que ça l'affiche? Hein? -4 plus 1, ça me donne -3. Si je m'en vais ici, puis on va afficher la variable tout seul, puis on va montrer le -. Donc, avec celui-ci, je peux voir que le premier coup, ça m'affiche 197, puis le deuxième coup, ça m'affiche 196, puisqu'on a réussi à décrémenter la variable. Dernier opérateur unaire qui est intéressant, c'est l'opérateur d'inversion. Donc, quand j'ai une valeur logique, on peut voir ici que j'ai le true, je peux utiliser l'opérateur d'inversion ou de négation, qui est le point d'exclamation. Puis on peut voir que ça l'inverse. Donc ici, on a une question, si j'essaie de le mettre dans une opération, dans une expression, qu'est-ce qui va arriver? Excellente question. Donc, si j'essaie ici de faire le ++, on va regarder ça. Donc, on l'a avant. Ici, j'ai le 200 ++. Donc, je peux voir ici, j'ai le -3. Ça n'a pas modifié par rapport à ce que j'avais fait. OK? Donc, qu'est-ce que ça implique, ça? C'est... Attends, si je le fais... Ouais, ça fait juste le prendre... Ah ouais, parce que là, je le réassigne tout de suite après. C'est pas super intéressant comme élément. Ce que je vais faire, en fait, c'est le mettre comme ça. Fait que je vais l'avoir ici. Parce qu'on peut pas voir autrement. Fait que là, ici, juste pour... bien voir qu'est-ce qui se passe avec.
quelque chose de même. Donc, quand je l'affiche, donc je peux voir que le premier coup c'est 10. Okay. Ensuite, j'ai le ma variable plus 5. Je vois que ça me donne 15. Fait que je peux voir ici que le ma variable a été utilisé avant d'être incrémenté pour l'expression. Mais je peux voir après, quand je réaffiche ma variable, que ça a été incrémenté. Donc, l'incrémentation se fait après l'évaluation de l'expression principale. Donc, je pense que c'était ça ta question. Parfait. Donc, ensuite, on a les relations d'égalité puis les opérateurs relationnels. Donc, les opérateurs relationnels, leur but, c'est de me donner une information qui va me donner une réponse booléenne. Donc, c'est des opérateurs qu'on connaît, plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal à. Ici, faire attention, puisque on a notre assignation qui utilise déjà le juste un égal, ben, le double égal, c'est le égal à. Donc, quand j'essaie de faire ça, on va pouvoir afficher des choses de fun avec ça. Fait que si je dis, est-ce que ma variable, c'est plus grand que 5? Donc, en ce moment, j'ai mis 10. Donc, je peux voir que, est-ce que c'est plus grand que 5? Oui, c'est plus grand que 5. Est-ce que ma variable est différente de 10? Donc, le différent de, c'est l'inverse de l'égalité. On a le point d'exclamation égal. Donc, on peut voir que, est-ce que la variable, c'est différent de 10? Ben, on peut voir que ça nous donne faux, parce que c'est 10, fait que c'est pas différent de 10. Ça va bien, on est bon avec ça. On a ensuite les opérateurs conditionnels ou les opérateurs logiques qui vont me permettre de... ouais, ici, une autre question avant ça. Lucienne demande, en C, si tu mets le plus avant ou après, ça change justement l'ordre de ce que ça se fait avant ou après l'évaluation. Mais c'est assez simple. En Java, tu peux pas le faire avant. Fait que ici, si j'essaie de faire plus ma variable, à moins que ça a changé dernièrement, il me semble que c'est pas... Ah non, c'est disponible, tout va bien. Fait que même principe qu'en C. Fait que avec le plus, c'est quelque chose qui va se faire avant l'élément. Ouais, on était aux opérateurs conditionnels. Donc, les opérateurs conditionnels vont me permettre de prendre deux opérandes logiques puis de les combiner ensemble. Donc, on va avoir le « et » logique puis le « ou » logique. Donc, ici, ce qu'on va être capable de faire, c'est dire des choses comme ça. On va le stocker dans une variable, justement pour mieux l'utiliser. Fait que je vais pouvoir dire ma variable logique. Je vais dire, est-ce que ma variable, c'est plus grand que 5? Puis, est-ce que ma variable est plus petite que 20? Donc ici, on peut voir que ça a été sur... c'est juste une gestion, mais si je voulais, je pourrais quand même le mettre sur l'autre ligne à cause que le point-virgule me permet de dire quand est-ce que je finis ça. Avec ça, on va afficher le... Donc, le « et » me permet de regarder la valeur logique à gauche, la valeur logique à droite, puis va me donner la réponse « true » si les deux barres sont vraies. Donc, on peut regarder ici, par rapport à A et B, donc à gauche de DE, puis à droite DE, si des deux barres c'est vrai, ça me donne vrai. Dans tous les autres cas, ça me donne faux. On a aussi le OU logique. Donc, le OU logique me permet de déterminer est-ce qu'un des deux barres est vrai. Donc, ici, on pourrait écrire est-ce que c'est égal à 5 ou est-ce que ma variable est différente de 0.
Donc, même si le premier cas est faux, puisque un des deux cas est vrai, le résultat final va quand même être vrai. Excellent. Ensuite, on a un opérateur qui s'appelle le instance of, qui va me permettre de vérifier le type d'une variable. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour tout de suite, c'est quelque chose qu'on va utiliser un petit peu plus tard, mais c'est un opérateur en tant que tel, fait que je voulais l'aborder immédiatement. Donc, si je écris ici, je pense que je serais pas capable de le mettre avec juste un type primitif en plus. Ouais, c'est ça. Il va falloir avoir un petit peu plus de connaissances sur les classes pour être capable de l'utiliser. On a aussi des opérateurs binaires. Donc, quand on parle d'éléments binaires, on parle de la séquence de 0 puis de 1 qui peut représenter les entités numériques. Donc, ceux qui arrivent du cursus, on se souvient tous de notre première partie de notre cours de TCA 09 dans lequel on a fait des conversions binaires. Ben, ces opérateurs-là vont nous permettre de travailler sur ces représentations-là. Donc, si j'ai la représentation binaire de 10, ça va être quelque chose de même. Ok, donc on sait que c'est des puissances de 2, donc on a le 2 à la 0 qui est à 0, le 2 à la 1 qui est à 1, donc ça vaut 2, ça vaut 4, ça vaut 8. Donc quand j'écris 10, c'est 1, 0, 1, 0 en binaire. Donc quand je mets ma variable à 10, derrière, il sauvegarde avec 1, 0, 1, 0. Fait que là, ici, je peux faire différentes opérations à partir de là. Donc, si j'utilise, mettons, le et binaire, fait qu'on va dire ma variable avec juste un et, puis là, je décide de mettre 4. Ce que ça l'a fait, c'est ça l'a, si on le fait au long, donc j'ai 1, 0, 1, 0, ça l'a fait un et logique avec 4 qui est comme ça. Donc ça ici, ça me donne tous des zéros parce que les et de chacun des éléments me donnerait 0. Mais si je change ça ici, puis je voudrais remettre ça à un petit 2, un 2, mettons, ben ma réponse changerait pour devenir, ici je l'ai dessus, oups, il est en train de compiler des choses. On va le rafraîchir, des fois il y a un petit peu de misère. Hop, hop. Et voilà. Donc, on a ici notre petit 2 qui était la représentation par rapport à l'opérateur binaire. C'est pas quelque chose qu'on utilise vraiment, là, fait que si c'est pas extrêmement clair les principes derrière, c'est pas très grave. On va avoir un opérateur ternaire qui est capable de représenter une conditionnelle à l'intérieur d'une seule ligne. Je vais y revenir quand on va aller regarder la conditionnelle. Fait que je pense que on va assez vite. Je pense qu'on peut se prendre une petite pause puisque moi j'arrête pas de parler, il faut que j'aille prendre un petit peu d'eau. Fait que on va se prendre un petit 10 minutes de pause. Ça fait quand même 1 heure qu'on y va. Donc on se rejoint ici à 7h10 pour être capable de continuer par rapport à l'affichage. En passant aujourd'hui, on va se rendre jusqu'à les itérations. OK?
Puis, fait que ça ne devrait pas prendre la période complète. Après ça, moi, ce que je vais vous conseiller, ça va être d'aller chercher vos différents comptes, de commencer à installer les différentes applications que je vous demande pour le cours. Puis avec ça, on va pouvoir, si vous avez des problèmes, je vais pouvoir être là pour vous aider avant le laboratoire. Fait que on se prend une petite pause, on revient. Oui, il y avait une question avant? Oui, j'ai une question, excusez-moi. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait le système out. Est-ce qu'on va le taper tout entier? Parce que sur Eclipse, j'ai l'habitude de mettre juste SOUT et ça s'affiche directement système out Oui, print effectivement. LN. Puis dans Avec cette IntelliJ aussi, ça va être application-ci, comme ça. Dans IntelliJ aussi, c'est comme ça. Mais dans Replit, il n'y a pas d'autocomplétion aussi facile que ça. OK? Donc, le but de Replit, c'est juste de nous tenir aujourd'hui avant qu'on ait tout installé nos différents éléments. Donc, une fois qu'on va avoir... donc je vais taper toute la phrase Oh avec yes! Replit. Oh yes, on s'amuse ici, là. Parfait. Fait qu'on se revoit dans quelques minutes. Donc, nous revoici dans les fondements de la programmation en utilisant le langage de Java. On vient tout juste de terminer les différents opérateurs. On va aller voir comment faire de l'affichage puis de la saisie. Donc, on a déjà vu un peu la prémisse avec le systemout.println. On va aller regarder d'autres options par rapport à l'affichage. Donc, la méthode principale pour faire de l'affichage, c'est le println, qui fait partie de d'autres classes. On va démesmeriser qu'est-ce que ça veut dire ça. Pour l'instant, il faut juste savoir qu'on peut aller chercher les différentes méthodes à partir du mot-clé système avec un S en majuscule, .out, le nom de la méthode que je veux avoir. Donc, on utilise ici le println. Puis on a comme paramètre d'entrée, donc avec des parenthèses, puis avec du contenu à l'intérieur des parenthèses, qu'est-ce que je veux afficher. Donc on est capable de faire afficher différents types d'informations. Donc on peut avoir des chaînes de caractères directement. Puis on peut aussi avoir des éléments qui ne sont pas directement les chaînes de caractères, qui pourraient être directement le contenu d'une variable ou le contenu d'une expression. J'ai oublié les points-virgules. Donc on peut voir ici, autant le hello que le 10 est capable d'être affiché. Pour faire des chaînes plus fancy, on peut utiliser ce qu'on appelle la concaténation de chaînes. Donc, on est capable d'utiliser le plus qui va me permettre de remplir puis coller des bouts de chaîne ensemble. Donc, ici, ce que je peux avoir, c'est... On va remplacer ceux-ci. Donc ici, j'ai un hello. Avec, je termine la chaîne. Je colle à ça le contenu qu'il y a dans ma variable. Puis je colle à ça le S super. Fait que je peux voir ici que ça a été chercher les chaînes de caractères. Puis ça l'a automatiquement inséré le 10 à l'intérieur. Donc, si vous venez de langages qui sont un petit peu plus vieillots, comme le C, c'est magique, qu'est-ce que je viens tout juste de faire. Donc, on peut concaténer autant qu'on en a besoin, puis ça va gérer l'information comme on a besoin. On peut utiliser les formatages de chaînes de caractères, un peu comme qu'est-ce qu'on utilisait dans un autre langage comme le C, avec le string format, qui va prendre les mêmes genres de paramètres que un printf en C. Donc, un pourcentage suivi d'une lettre. Puis après ça, comme paramètre excédentaire, on va avoir la variable qu'on va afficher. Donc ici, si je prends ça, puis je mets ça à l'intérieur ici, on indente nos affaires pour pas que ça soit trop lettre.
Donc, j'ai un double. Puis ici, je peux limiter le nombre d'éléments affichés, OK, par rapport à la formation de cet opérateur de formatage-là. Si vous n'avez jamais vu cet opérateur de formatage-là, le pourcentage F, le pourcentage D, ainsi de suite, dans les références ici, ça explique comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que c'est capable de manger le matin. Donc, on est capable de faire l'affichage avec ça. Ensuite, on a des saisies. Donc, pour les saisies, là, ça change un petit peu la donne. Pour être capable d'utiliser les saisies, il va falloir utiliser un objet. OK? Donc, on ne sait pas trop encore comment ça marche, les objets. Fait qu'il va falloir ici copier un petit peu de code pour être capable de l'utiliser correctement. Donc, pour être capable d'utiliser un objet, puis ici, ce qu'on va utiliser, c'est un objet de type scanner. Donc, ça va scanner qu'est-ce que je tape à l'écran pour me l'envoyer quelque part. Il faut avoir le code suivant. Donc, je peux avoir ici scanner. Fait que scanner, c'est comme le type de la variable. J'appelle ça SC. Puis là, on utilise une nouvelle affaire qui existe en orienté objet qui s'appelle le mot-clé new. Puis on a ici le mot-clé scanner. Puis on marque system.in. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut écrire ça? On va le voir dans genre 4 semaines. Fait que pour l'instant, un peu comme le class puis le public static main blablabla, faut un peu prendre ça pour du cash. OK? Donc, c'est la manière de faire. Croyez-moi, I guess. C'est juste moi l'enseignant. Puis à partir de là, on peut commencer à utiliser, à partir de la variable que je me suis créée, le SC, différentes méthodes. Pour être capable de l'utiliser aussi, il va falloir importer cette librairie-là. Donc, en haut de notre classe main, on va avoir le import java.util.scanner. Excellent. Fait que à partir de là, on va pouvoir utiliser les méthodes next quelque chose pour aller chercher de l'information. Fait que si ici, je dis, mettons, j'ai un int, on l'appelle x, puis là, je dis x est égal à next int. Fait que quand j'exécute ça, le logiciel attend ma saisie. Fait que là, c'est à moi de faire la saisie. Puis après ça, ça continue normalement. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu reconnaître en C comme un scanf? C'est le scanner qui utilise le next quelque chose, puisque ça va aller chercher le type que je recherche. Donc après ça, mettons que je me fais un system.out.println, puis j'affiche x, puis juste pour principe, on va dire valeur, 2 points, plus, hein, parce qu'on peut. Ça exécute mon programme, je rentre un entier, puis je peux voir que l'entier a bien été assigné à ma variable, puis je peux aller le recueillir, puis l'afficher comme bon me semble. Parfait. On a évidemment les autres types de possibles, fait que si je décide d'avoir un double, je peux écrire next double à la place. Il faut juste que je l'écrive correctement. J'ai dit correctement. Puis à partir de là, je peux écrire un double. Je vois que ça marche. Puis on va avoir un dernier qui va être les chaînes de caractères. Donc quand on va avoir des chaînes de caractères, on va utiliser une classe qui s'appelle string. Pour l'instant, on peut penser que c'est comme un type qui s'appelle string. Puis à partir de là, je peux faire next line à la place. Puis tout ça, ça continue de marcher. Alors la classe. Puis c'est capable d'aller chercher l'information puis la régurgiter correctement dans mon println. Parfait. Fait que on est capable de faire les blocs de base de programmation. On est capable de faire des instructions dans notre méthode main. On est capable de sauvegarder des variables. On est capable d'évaluer des expressions.
On est capable de faire des expressions compliquées avec différents opérateurs, arithmétiques, logiques, relationnels. On est capable de faire de l'affichage puis de la saisie. Donc, on est capable de faire un programme procédural standard. Les deux derniers éléments pour compléter les fondements de programmation, ça va être les... voyons, c'est quoi le mot en français? Les structures de contrôle. Donc, les structures de contrôle vont me permettre de décider quelle instruction j'exécute ou pas. Donc, est-ce que j'exécute cette instruction-là ou cette instruction-là, ou est-ce que j'exécute celle-là plusieurs fois, est-ce que je la répète? Donc, ça contrôle le flow des instructions. Donc, première structure de contrôle possible, c'est la conditionnelle. Donc, pour la conditionnelle, en gros, ça va me permettre de décider est-ce que j'exécute un bloc par rapport à une condition. Donc, un élément qui est vrai ou faux. Ici, quand on a un élément qui est vrai ou faux, on va dire que c'est une expression booléenne. Hein? On a dit que les expressions, c'est n'importe quoi qui donne une valeur. Les expressions booléennes, ben, c'est un diminutif de ça. C'est n'importe quelle expression qui donne une réponse booléenne, une réponse vraie ou fausse. Dans qu'est-ce que nous, on a vu, qu'est-ce qui réussit à donner des réponses vraies ou fausses? Ben, c'est souvent des éléments avec les opérateurs de comparaison. Donc, je vais pouvoir dire si x est plus grand que 17, fais quelque chose. Essayons. Donc, on a ici la structure conditionnelle. J'ai le if. Je mets la condition à l'intérieur des parenthèses. Si x est plus grand que 17, j'exécute qu'est-ce qui est à l'intérieur de ça. Donc, ici, on va mettre ça. Puis, juste ici, juste par principe, on va dire... On va remettre ça à int. Donc, j'ai mon x, je vais aller lire une valeur au clavier, je vais regarder est-ce que cette valeur-là est plus grande que 17. Si c'est plus grande que 17, je l'affiche, sinon, ça va sauter par-dessus. Donc, je suis pas capable de mettre des points-virgules. Mais si j'étais capable de mettre des points-virgules, on a notre premier programme. J'essaie de rentrer 45. 45, c'est plus grand que 17, donc ça l'affiche ma valeur. Puis si je réessaye mon programme, mais cette fois-ci, je rentre une valeur qui est plus basse que 17, comme 13, je peux voir que ça n'a pas exécuté le contenu de la conditionnelle. Donc ici, je peux voir que j'ai ma condition à l'intérieur, j'ai des accolades pour représenter toutes les instructions qui devront être exécutées si la conditionnelle est vraie. Donc, je ne suis pas obligé de juste avoir une instruction. Je peux en avoir plusieurs. Je peux même avoir d'autres structures de contrôle. Je peux avoir des if dans des if. C'est pas un problème. On est capable de faire ça. On a différentes options pour le if. Donc, j'ai le if de base. Mais si je veux, je peux avoir un else. Donc, une option si les autres options n'ont pas marché. Donc, je recommence mon petit programme. Si ça regarde, puis c'est plus haut que 17, on voit que ça a la même fonctionnalité. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que si cette condition est bonne, ça l'exécute ce bloc-là, puis ça va sauter par-dessus le reste. Mais, si je réessaye ça, cette fois-ci avec une valeur qui est plus petite que 17, je peux voir que le premier n'a pas marché, fait que ça a sauté par-dessus l'instruction à la ligne 12, mais ça a été exécuté les instructions qui sont dans le else. Donc le else est utilisé pour dire si les conditions n'ont pas marché, va faire ce bloc-là. Je peux aussi avoir des conditions additionnelles. Donc si la première ne marche pas, j'en ai peut-être d'autres à essayer. Fait que ici, je peux dire else if si le x est plus grand que 5. Donc, si je recommence, je réessaye mon plus grand que 17. Je peux voir que ça donne toujours le même cas initial. Il n'y a pas de différence. Ensuite, si on essaye avec le else if, donc je rentre quelque chose comme 10,
je peux voir que ça l'a passé par-dessus la première condition, puis ça a été regardé la deuxième condition. Ici, la valeur de x, c'est moi qui la rentre, donc c'est moi qui fais le next int, donc c'est moi qui le tape ici. Donc ça va dépendre à chaque fois que j'exécute le programme. C'est pour ça que je suis capable de voir différentes versions du programme. Donc on peut voir ici que c'est moi qui décide c'est quoi x, parce qu'à ma ligne 9, j'ai utilisé ma saisie pour être capable de savoir c'est quoi qu'il y avait dans x. Donc si c'est moi qui écris 35, puis que je paye sur Enter, ben, je peux voir que le x était 35 ce coup-là. Si j'exécute, puis c'est moi qui décide de taper 10 sur mon clavier puis de peser sur Enter, ben, je peux voir que ce coup-là, x est égal à 10, donc ça change ou ça s'en va dans la conditionnelle. Donc, on a le else if qui est disponible ici, puis on peut avoir autant de sous-conditions qu'on veut en fait. Donc, les else if vont être essayés de manière consécutive. Tant qu'il n'y en a pas un qui marche, il va aller au prochain. Dès qu'il y en a un qui marche, il exécute les instructions à l'intérieur, puis après ça, il sort de là. On a le droit d'avoir un seul else sans condition, qui est complètement à la fin de la conditionnelle. Donc, on a toutes ces possibilités-là avec le if. On a un cas particulier quand on a une variable puis qu'on veut aller chercher des cas spécifiques de cette variable-là. Donc, pour ma variable, je veux aller voir si c'est la valeur qui est égale à 1, si la valeur est égale à 7, si la valeur est égale à 12. J'ai le switch case qui est disponible. Okay? C'est pas beaucoup utilisé, mais ça se peut que vous le voyez dans le code, fait que je voulais être certain qu'on le voit ici. Dans les nouvelles versions de Java, il y a une nouvelle syntaxe avec les switch case qui va être pas mal plus intéressante, mais c'est pas encore entériné officiellement. Donc, on peut pas la regarder tout de suite sans que ça brise à pas mal de moments. Parfait. Fait que on va aller regarder le principe des structures itératives. Donc, les structures itératives, ça va me permettre de exécuter plusieurs fois le même bloc de code. Donc, la première structure itérative, ça va être en fait calqué sur le if, ça va être le while. Donc, le while me permet de dire tant que telle affaire est pas... tant que c'est vrai, continue de répéter les instructions dans la boucle. Fait ici, on va dire while x est plus petit que 20. On va se faire un petit système. Ouh, je l'ai presque marqué en français. Je suis un peu perdu. On fait un plus petit que 20. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle saisie. Fait que je vais pouvoir remplacer la variable de x à chaque itération de la boucle. Fait que si j'exécute ça, ça me demande la valeur. Je rentre une valeur. Je peux voir que j'ai rentré 50 cette fois-ci. Fait que ça regarde la condition. Est-ce que 50 c'est plus petit que 20? Ça marche pas. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça saute par-dessus puis ça continue normalement. Donc c'est de ce côté-là, c'est exactement comme le if, la conditionnelle. Si la condition n'est pas bonne, ça saute par-dessus. Par contre, si on réessaye, puis j'ai quelque chose qui est plus petit que 20, ben je peux voir que là, j'ai exécuté les instructions qui sont à l'intérieur, puis là, ça me redemande une autre saisie, puis admettons que je rentre quelque chose qui est plus petit que 20. Donc, je peux voir ici que ça me redemande ma saisie, tant que la saisie est pas plus petite que... tant que la saisie est plus petite que 20. Dès que j'ai une saisie, donc c'est moi qui rentrais chacun de ces numéros-là par moi-même, dès que j'ai une saisie qui est plus grande que 20, ben en fait, qui n'est pas plus petite que 20, parce que si c'est égal à 20, ça va marcher quand même, on peut voir que ça brise la boucle, puis ça nous permet de sortir de là. On a aussi, quand on utilise des boucles, le principe d'incrémentation. Fait qu'on va dire x est égal, puis là, on va aller mettre x. Fait qu'on peut voir ici souvent qu'est-ce qui va arriver avec des boucles.
c'est qu'on va incrémenter. Donc, on se souvient l'opérateur d'incrémentation qui nous permet d'incrémenter la valeur de 1. Ben, ce qui va arriver ici, c'est qu'à chaque itération de la boucle, en passant itération, mot fancy pour dire un tour de boucle, donc à chaque itération de la boucle, on va incrémenter de 1. Donc, le premier coup, j'ai dit que c'était 13. Parfait, ça rentrait, c'était plus petit que 20, c'était 13. Ça devient 14, ça marche encore, ça devient 15, ça marche encore, ça devient 16, ça devient 17, ça devient 18, ça devient 19. Puis là, quand ça devient 20, la condition n'est plus bonne, ça l'arrête, puis mon programme se termine. Donc, les conditionnels avec le while me permettent de faire des boucles sur soit quelque chose qui est interactif, soit quelque chose qui va avancer tout seul. Mais cette formulation-là, avec ce qu'on a ici comme étant comme un compteur de boucles, on a en fait une version améliorée de ça, qui est la structure de contrôle, qui est le for. Donc, le for me permet d'avoir un compteur à même la construction de la boucle. Donc ici, on va se partir un petit for. Parfait. Donc, dans le for, on va avoir des points-virgules. Okay, après les parenthèses, à place d'avoir juste une condition, on va avoir 3 différentes instructions. La première, ça va être une instruction d'assignation. Donc, ça va permettre de déclarer une nouvelle variable, puis d'y assigner une valeur initiale. Quand on est en train de créer des boucles, on peut utiliser toujours la variable i comme itérateur. Okay, donc, c'est une convention de dire quand j'ai une variable qui s'appelle i, c'est pour compter à l'intérieur d'une boucle. On a ensuite la conditionnelle qui me permet de rester dans la boucle. Donc là, c'est comme qu'est-ce que j'avais dans le while, donc tant que i est plus petit que 10. Puis finalement, j'ai mon instruction d'incrémentation. Donc c'est une instruction qui va s'exécuter à chaque itération de la boucle. Donc à la place d'avoir mon itération, mon incrémentation à l'intérieur de ma boucle, je l'ai comme 3e sous-instruction à la configuration du for. Puis avec ça, on a les 10 itérations de la boucle où la variable i a pris une valeur différente à chaque fois. Cool. Fait que ça, ici, c'est la prémisse de qu'est-ce que je m'attends que j'ai pas rien appris de très nouveau à personne. OK? Donc, aujourd'hui, c'était vraiment pour voir les fondements de la programmation. Bien, pas pour les voir, mais pour se faire une remémoration des fondements de la programmation par rapport à d'où vous venez avec n'importe quel autre langage de programmation. On a vu comment le représenter à l'intérieur de Java avec Replit. Donc, pour aujourd'hui, moi, ce que je veux que vous alliez faire durant le restant de la période pour que je puisse vous aider, c'est d'aller chercher les différents éléments que vous devez installer sur vos ordinateurs. Fait que dans les prochaines minutes, OK, puis je vais revenir vous en parler, là, je vais mettre sur le site du cours une liste de les différents services, où qui sait qu'il faut aller se faire un compte, puis les différents utilitaires que vous voulez télécharger, les endroits où c'est qu'il faut aller chercher des comptes étudiants, puis si vous avez des problèmes avec ça, moi, je peux venir vous aider. Mais sinon, ça serait le contenu de notre première séance sur un rappel des fondements de la programmation. À partir de la semaine prochaine, on va aller regarder les prémices de la programmation orientée objet. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça mange le matin? Une fois que vous allez avoir installé les différents utilitaires, vous allez être prête pour venir la journée de laboratoire, donc le lundi. Soyez là parce que durant les 5 premières semaines, il va y avoir des mini-évaluations pour s'assurer que vous êtes à jour. La première semaine, ça va juste être des exercices fondamentaux sur les fondements de la programmation, sans trop rien de plus. Juste pour être certain, vous allez voir que la première semaine, il y a pas mal d'exercices. OK? Je vais les mettre en ligne sous peu. Je vais vous envoyer un courriel quand ça va être disponible. Vous allez pouvoir les regarder d'avance, vous préparer, puis en faire une copole d'avance pour être certain que ça va bien. Juste pour être certain que si ça fait un petit peu longtemps
vous allez pouvoir vous déroster un peu, là. Okay? Donc ici, il y a une question, est-ce que les examens de laboratoire sont en groupe ou individuels? Les examens de laboratoire, donc ceux des 5 premières semaines, sont sur des bases individuelles, mais à partir de la mi-session, les travaux pratiques, eux, seront en équipe. Donc, pour les premières semaines, ça va être des travaux individuels. Parfait. Excellent. Fait que c'est tout pour la première semaine. Je vais mettre dans quelques instants sur le site la grille des différents outils à installer. Puis je vais aller vous aider pour installer ces logiciels-là à l'instant même. Ici, des équipes de combien de personnes? Ça va dépendre des travaux. On est en train de les